Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale On n'a que l'info qu'on se donne. Bonjour aussi aux étudiants et à toutes celles et tous ceux qui nous suivent en direct. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on se fera un plaisir de les lire, on vous promet. Alors je tiens à préciser en toute chose que cette émission a été enregistrée avant les nouvelles mesures donc édictées par le gouvernement fédéral et dans des conditions sanitaires respectables et surtout respectées. Vous pouvez nous suivre sur UFM, la page Facebook du Mandaneum, du Club de la Presse du Hainaut et la page de UFM, mais aussi bien sûr en rediffusion, nous laisserons le replay. Alors, nous allons commencer par, à ma droite, un des architectes, non pas l'architecte de Matrix dans la Matrice, il est un petit peu l'architecte du premier Google de l'histoire de l'humanité, donc le Mandaneum. Il est le gardien des secrets, et c'est pas mal parce qu'on va parler de complot aujourd'hui, non je rigole, c'est un des initiateurs de ce projet, un des porteurs de ce projet, il s'agit bien sûr de l'inirremplaçable, l'inoxydable Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Bonjour Denis, est-ce que tu as quelque chose à demander aujourd'hui ? On en parlera après l'émission, c'est un complot, ça se dira en secret. Non, bien sûr que non, je demande juste ta présence et tu nous en fais le plaisir. À ma gauche, elle est aussi la cheville ouvrière, elle n'a pas les chevilles enflées, qu'au du contraire, sa modestie la caractérise. Elle est aussi toujours là avec sa bonne humeur, avec ses projets, ses envies, son professionnalisme, sa présence qui irradie le studio, même si nous sommes ici en radio, mais un peu en vidéo, et c'est tout à son honneur. Nous accueillons, mesdames et messieurs, Sophie. Bonjour Denis. Voilà, vous êtes donc tous les deux les porteurs de ce projet, l'éducation aux médias. Donc, on n'a que la faux qu'on se donne. Et nous sommes déjà à notre deuxième rendez-vous, donc les amis, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien Denis, tu nous connais, on est capable de parler de beaucoup de choses au Mandaneum, au Club de la Presse, on est toujours plein de projets. Mais aujourd'hui on va donc s'intéresser à l'éducation aux médias et en particulier son rapport par rapport à l'éducation à la citoyenneté. C'est ce qui nous occupe depuis maintenant plus de 2 ans entre nos deux institutions. Et ce fameux projet, on n'a que l'info qu'on se donne. Projet qui est financé par la cellule de promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors pour ce projet, on crée des journées événements, des outils pédagogiques, un web documentaire sur différentes thématiques. Souviens-toi Denis, on était venu, comme tu l'as dit, pour l'épisode 1 qui concernait les algorithmes et les bulles de filtre et nous sommes ici aujourd'hui pour l'épisode 2. Et cette année, dans cet épisode 2, on va parler des théories du complot. C'est bien cela ? Tout à fait. On va suivre Théo, qui est un ado qui a certaines préoccupations, qui a des doutes sur ce qu'on lui raconte parfois et qui cherche à comprendre ce que sont les théories du complot. Aujourd'hui, Théo, ce sera un peu notre envoyé spécial. Il a rencontré pas mal de monde sur le sujet et on va l'entendre un peu parler de lui tout de suite. Vous connaissez la dernière ? Je serai complotiste. Ouais, c'est la réplique facile sur les réseaux sociaux quand on n'a pas d'arguments. Tout ça parce que je vois les choses autrement et que j'ai pas envie de tout gober. J'entends tout et son contraire, alors qu'y croire ? Après tout, chacun a le droit de chercher sa vérité, non ? Et donc Théo, il a interviewé pas mal d'intervenants pour en savoir plus sur la thématique des théories du complot. Mais aujourd'hui, pour nous éclairer là-dessus, on a aussi la chance d'avoir en nos studios Yves Collard, ici en plateau. Bonjour Yves. Bonjour à toutes et à tous. Alors Yves, toi tu travailles chez Média Animation. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'organisation ? C'est quoi Média Animation ? C'est une ASBL qui travaille dans le domaine de l'éducation aux médias. Et l'éducation aux médias, c'est un domaine de plus en plus vaste. Il y a quelques années, c'était en gros l'analyse de l'info, de la presse. Aujourd'hui, on travaille sur le cinéma, les réseaux sociaux, les théories du complot, la publicité, etc., etc. D'accord, alors ensemble, pendant quelques minutes, ici, on va essayer de baliser cette grosse thématique des théories du complot. C'est vrai que c'est un terme qui est aussi à la mode aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, on va voir ensemble que c'est un phénomène qui n'est pas si nouveau. On associe parfois beaucoup de choses aux théories du complot et donc on va essayer de faire la part des choses, de comprendre chaque terme. C'est un peu l'objectif de l'émission du jour. Il y a du boulot. Hein. Il y a vraiment du boulot. En effet. On est au taquet là. Eh bien, allons-y avec une première grosse question. Yves, j'espère que tu es prêt. C'est quoi une théorie du complot ? Alors, une théorie du complot, il y a une définition à peu près officielle qui consiste à dire que finalement, une théorie du complot se produit quand on pense qu'il y a un groupe secret qui se rassemblent pour changer le monde en ayant des intentions nuisibles et destinées à protéger leurs propres intérêts. Ça, c'est la définition, je dirais, un peu classique.
Mais aujourd'hui, derrière théorie du complot, on met énormément de choses. On pourrait mettre les fake news, la désinformation, même la propagande quelquefois. Alors moi, j'ai envie de faire plus simple sur le coup. J'ai envie de dire que la théorie du complot ou les fake news et autres, c'est quand on considère que la fiction est la réalité. Ok, alors parfois on confond théorie du complot et complot. Et pour le coup, ici, on a une petite capsule sonore qui a été réalisée par Lindsay Namur, qui est étudiante bien ici à Lumons, et qui a justement cherché à expliquer à des jeunes ce qu'était la différence entre théorie du complot et complot. On l'écoute et on en discute après. J'ai déjà entendu parler de complots qui ont marqué l'histoire. Attention, je ne parle pas de théorie du complot, mais bien de complot. Mais au fait, tu sais quelle est la différence entre les deux ? D'après le dictionnaire, un complot peut avoir plusieurs sens. Ça peut être une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Pour faire simple, c'est tout ce qui est trahison, espionnage ou même attentat. Mais ça peut être aussi un projet secret entre 2 ou plusieurs personnes. Des amis organisant une fête surprise, c'est une sorte de complot. Parmi les complots célèbres, on peut citer l'assassinat de Jules César organisé par des sénateurs romains. Ou plus récemment l'opération Valkyrie, un complot raté qui visait à tuer Hitler et à renverser le régime nazi. Pour ce qui est des théories du complot, ce sont des récits alternatifs qui proposent une explication différente des versions officielles et qui supposent l'existence d'une vérité cachée. Les théories du complot ont quelques caractéristiques communes. Pour commencer, elles impliquent un groupe secret très puissant qui agit dans l'ombre pour ses propres intérêts, comme les reptiliens, les Illuminati ou encore les francs-maçons. Ensuite, pour ces théories, rien n'est dû au hasard. Des événements qui paraissent anodins seraient en réalité liés. Pour les adeptes de ces théories, l'existence de détails ambigus se transforme en preuve d'une manipulation géante. Enfin, ceux qui ne croient pas aux théories du complot sont considérés comme naïfs et manipulables. Mais pourquoi les théories du complot se développent-elles ? Eh bien, en période de crise, les théories du complot permettent de redonner de la cohérence aux événements, comme ici avec la pandémie de la Covid-19. Pour résumer, les complots ont été prouvés, tandis que les théories du complot sont, comme leur nom l'indique, des théories. Et voilà, tu sais maintenant différencier un complot d'une théorie du complot. Voilà Yves, ça c'est un petit exercice de vulgarisation qu'on a demandé à ces élèves de Lumons. Tu en penses quoi ? Oui, donc tout ça est assez juste. Et évidemment, puisque c'est de la vulgarisation, c'est juste. Mais en réalité, c'est plus compliqué que ça, parce que les théoriciens du complot disent que les complots qu'ils avancent sont prouvés. Ils vont d'ailleurs chercher dans toute une série d'éléments de littérature scientifique, etc., des preuves qu'il y a vraiment un complot. Donc dire c'est prouvé, ça n'est jamais que le point de vue de celui qui le prouve en réalité. Donc déjà un petit élément qui rend les choses beaucoup plus complexes en termes de travail. On a vu, tu l'as abordé aussi, on entend théorie du complot, il y a aussi un terme très à la mode qui est fake news. C'est quoi une fake news et quelle est la différence avec tout ça ? Alors, une fake news, c'est simplement une information dont on ne peut pas garantir l'authenticité. Par exemple, Michael Jackson n'est pas mort. Il n'y a pas de complot là-dedans. Quoi ? Simplement. Non, je t'assure. Il n'est pas mort, Non, enfin, il y a plusieurs hypothèses. Il est mort, mais il est revenu sous la forme d'un fantôme. J'ai peur. Il a été plastifié par un artiste qui s'amuse à plastifier des corps et qui avait d'ailleurs plastifié le chimpanzé de Michael Jackson. D'où la grande fake news consiste à dire que Michael Jackson a pris le soin d'être plastifié. Ça va donner du boulot pour les archéologues dans quelques centaines d'années. Ceux qui vont tomber sur ça vont être surpris. Oh, j'ai retrouvé un morceau de plastique. Oh, donc on peut dire pour blaguer qu'il a fait son dernier vinyle avec lui-même en fait. Très bien, Denis. Oui. On est le 1er avril, c'est pour ça. Je me permets quelques petites blagues parfois. Voilà, donc la fake news, c'est une information dont on ne peut pas vérifier l'authenticité, mais qu'on estime être par ailleurs vraie. Pourquoi tout ça naît ? Pourquoi des théories du complot apparaissent à un moment ? Pourquoi des fake news peuvent apparaître ? Je pense que y a plusieurs explications, mais je pense que l'explication la plus simple, c'est de dire que en face de quelque chose qu'on ne comprend pas, nous avons envie simplement de mettre de la rationalité. Donc, si on prend l'exemple de la Covid-19, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas. C'est extrêmement inconfortable pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de mettre de la rationalité, même si au départ, la rationalité dont on parle repose sur des croyances. Et donc, on va se donner l'impression de maîtriser les choses parce qu'on a une théorie
qui est souvent d'ailleurs assez simple à comprendre. Donc on cherche des réponses en fait. On cherche des réponses en se posant finalement très peu de questions. Okay. Alors, est-ce qu'il y a des trucs pour reconnaître une théorie du complot ? Alors, je dirais qu'il y a évidemment plusieurs éléments. Donc, ça a été dit dans la petite capsule initiale. C'est l'idée qu'il n'y a pas de hasard et donc que tout fait, tout événement est en lien avec la théorie que l'on essaye de développer. Il y a aussi l'idée qu'il y a derrière toute théorie une intentionnalité. C'est toujours fait par exprès. La maladresse d'un homme ou d'une femme politique, ça n'existe pas. L'erreur d'une ou d'un journaliste, ça n'existe pas non plus. Tout ça s'incarne, s'intègre dans une volonté, dans un parcours. Donc l'intentionnalité n'existe pas. Donc ça, c'est différentes choses assez fondamentales. Maintenant, il y a aussi sur la question des arguments. Le complotiste va dire « je ne suis pas sûr, mais je doute ». Et effectivement, on peut se poser des questions. Moi, je m'en pose. Le complotiste va aller chercher... Une grosse caractéristique quand même du complotiste, c'est qu'il va toujours aller chercher dans la littérature scientifique ou dans la littérature journalistique un élément qui va servir sa thèse et il va balayer tout le reste. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le cherry picking. On va chercher dans la masse d'informations le seul auteur, la seule référence qui permet de dire qu'on a en face de soi une référence scientifique ou un texte journalistique. D'ailleurs, assez amusant de voir que les complotistes critiquent souvent les médias, sauf quand les médias produisent un article qui va dans leur sens. Oui, c'est plus des pourris, c'est des bons journalistes. On en parlait avec les algorithmes et bulles de filtre dans l'épisode 1. Alors, un exemple de doute qui peuvent assaillir les gens actuellement sur la pandémie avec la capsule de Loredana. Loredana, elle est étudiante aussi à Lumons et elle a réalisé pour notre projet un petit exercice journalistique comme celui qu'on a entendu précédemment. Le résultat, c'est une très chouette vidéo dont on a extrait le son. Donc vous pourrez le voir sur les réseaux et l'entendre ici à la radio. Le 17 mars 2020, notre vie a totalement basculé. C'est comme si on était dans un film de science-fiction. Et perso, moi j'aime bien ce genre de film, mais pas quand on en est acteur. Seulement quand il passe à la télévision. Je sais pas toi, mais ça m'a fait peur à moi. Que ma vie change à ce point. Et tu vois, quand ta vie part en éclats et que tu sais pas pourquoi, tu peux être tenté de vouloir l'expliquer. On a commencé par se demander d'où venait le coronavirus. D'un pangolin, d'une chauve-souris, d'un labo chinois. Au final, même si le vison semble être la meilleure explication, on est toujours sûr de rien. Oui, on nous a demandé de porter un masque. Mais efficace ou pas? Et il y a quelque temps, on a enfin eu un vaccin. Mais encore une fois, fiable ou pas? Peut-être qu'il pourrait nous contrôler avec ça. Un vaccin, si rapidement, en à peine 1 an, qui sait ce qu'on nous injecte? L'humanité a commencé à douter et au final, qui peut la blâmer? Je veux dire, quand on t'enlève tout ce que tu as, c'est dur à accepter, c'est normal de se questionner. T'as le droit de le faire. Mais le problème, tu vois, c'est la solution. Avant de te faire ton idée, creuse, cherche, va plus loin que ce que le voisin, la sœur, du cousin, de ta tante t'a dit. Trouve des sources fiables. 5 secondes. Remets-toi en question. Mais surtout, n'oublie jamais qu'il arrive qu'un problème n'est juste pas de solution. Voilà, alors toutes des petites capsules réalisées par des étudiants de Lumons dans la section journalisme que vous pouvez retrouver, il y en a beaucoup d'autres qui sont présentes sur notre site, notre blog olthem.be, olthem.be. Yves, une simple question, pourquoi on a envie parfois d'y croire à ces théories du complot? Alors, simplement parce que ce sont des histoires assez fascinantes. Il ne faut pas oublier la dimension récit dans la théorie du complot. Il y a des services secrets, il y a des extraterrestres, il y a des reptiliens, il y a Michael Jackson qui veut se faire embaumer, etc. C'est extrêmement intéressant. Ce sont des films. Et ce sont des films qui permettent de faire un pas de côté par rapport à la réalité. Donc on a envie d'y croire, ne serait-ce que pour ça. Et souvent, d'ailleurs, on dit, oui, mais les jeunes sont terriblement crédules parce qu'ils racontent des histoires abracadabrantes sur les reptiliens, mais il ne faut pas oublier la dimension importante de la fiction dans la construction de l'individu. Nous fonctionnons à coup de réel, mais nous nous construisons aussi
à travers des histoires de fiction. Et c'est la raison pour laquelle ces théories du complot sont assez fascinantes. Alors parfois, d'autres explications, certains expliquent ce phénomène par des biais cognitifs et des biais de confirmation. Et à ce sujet, on va retrouver de nouveau une étudiante qui nous fait un petit état des lieux de ces thématiques-là. Biais cognitif, c'est un peu prétentieux comme terme, non ? On a l'impression que c'est quelque chose de complexe et d'abstrait. J'ai fait quelques recherches et en fait, la notion de biais cognitif trouve son origine en psychologie sociale. En gros, ça veut simplement dire que ton cerveau traite une information de manière déviée de ce que la logique voudrait. Bon, à ce moment précis, soit tu te décroches, soit tu te demandes quel est le lien avec les théories du complot. Je me demandais simplement pourquoi les théories du complot nous attiraient. Et c'est comme ça que j'ai découvert les biais cognitifs. Un des biais les plus connus est celui de confirmation. L'idée, c'est que l'on a tendance à privilégier les informations qui confirment nos idées. Donc, si tu as des doutes sur les vaccins pour le coronavirus, ton cerveau va te pousser à regarder seulement les infos qui vont dans le même sens. En fait, inconsciemment, on essaie d'éviter la dissonance cognitive. C'est plus simple pour ton cerveau de confirmer les idées que de les remettre en question. Et c'est un peu un fainéant le cerveau. Ça lui demande trop d'efforts de se remettre en question. Un autre biais que j'ai découvert, c'est le biais de proportionnalité. Des grands événements doivent d'office avoir de grandes explications. Ça paraît bizarre que les attentats du 11 septembre peuvent être juste causés par un petit nombre de terroristes. On veut des explications à la hauteur de l'événement. Mais la réalité, elle est beaucoup plus simple. J'aimerais aussi te parler du biais d'intentionnalité. On a tendance à voir le comportement des autres comme intentionnel. Si une personne te ferme la porte et te bouscule, tu vas considérer cela comme intentionnel. Il existe plein d'autres biais, mais j'ai pas envie de t'ennuyer avec une liste complète. En tout cas, notre cerveau nous joue bien des tours. Les théoriciens du complot l'ont compris, et j'espère que toi aussi tu l'as compris. Oui, on l'a bien compris, je pense. Yves, alors, il y a une actualité qui nous occupe actuellement et qui est sujette justement à de nombreuses théories du complot. C'est celle liée à la Covid. Ça c'est un grand événement pour le coup. Il y a pas mal de choses qui se disent. Et Théo, notre envoyé spécial, notre reporter de choc, a eu envie de rencontrer à ce sujet Serge Deruette, qui est professeur, entre autres, d'histoire des idées politiques à Lumons. Il lui a posé une série de questions. Est-ce que les théories du complot existent depuis toujours ? Oui, on peut se dire qu'on a toujours envisagé des explications et quelquefois des explications simplistes, qui est un des éléments de théorie du complot. Ceci étant, pour qu'elles prennent une certaine ampleur et une ampleur médiatique, il faut forcément qu'on soit dans une société où les médias aient une certaine importance. Ça peut être par la presse écrite, et on voit déjà des théories du complot qui apparaissent fin du 18e, par exemple les Illuminati, mais c'est surtout dans le XXe siècle qu'elles seront répercutées par les médias audiovisuels et puis aussi depuis la fin du XXe et notre période, par le net. Alors Yves, est-ce que finalement les médias, les réseaux sociaux, le web sont responsables de cette propagation des théories du complot ? Alors, évidemment, puisque tout est complexe, je vais dire oui et non. Bon, c'est effectivement, depuis quelques années, notamment via le net, mais depuis plus longtemps que ça, on assiste à une diffusion massive de toute information. Donc des informations authentiques, vérifiées, etc., mais aussi des informations fausses. Donc dire que les médias sont seuls responsables de la diffusion de fausses informations, il faudrait tout de suite corriger en disant qu'ils sont aussi responsables d'informations vérifiées, authentiques, en masse. Il ne faut pas exagérer non plus l'idée qu'on est face à un volume énorme d'informations, parce que quand vous regardez par exemple une chaîne d'informations en flux continu, c'est souvent la même information qui est répétée. Donc, au lieu de dire qu'il y a un volume d'informations qu'on ne sait pas gérer, je dirais qu'il faudrait plutôt préciser qu'il y a un volume de sources d'informations qu'on a du mal à gérer. Alors, puisqu'on prenait l'exemple du net, on peut prendre l'exemple des messageries, on peut prendre l'exemple de WhatsApp. Pendant cette période de Covid, nous avons tous et toutes reçu un message précisant qu'une infirmière en Italie avait trouvé un remède génial, etc. Ce qui s'est passé avec WhatsApp, c'est qu'en fonction de votre interlocuteur, cette information va changer. Ce ne sera plus une infirmière italienne, mais un pédiatre à Mons. Algorithme, de nouveau. Sur le coup, pas forcément l'algorithme, mais il y a... Alors, on est dans un système viral, en informatique aussi. L'information se transforme et s'adapte
à son hôte, hein, si on veut C'est ça. utiliser les termes plus de virologie auxquels nous sommes terriblement habitués maintenant. Ouais. Et donc, les théories du complot ne sont pas nées avec les médias. Ah, mais non, pas du tout. Enfin, alors, pour moi, la première théorie du complot, c'est il y a à peu près 3000 ans, c'est la guerre de Troie en Asie mineure. Homère, hein, le vieil Homère, qui n'est pas Homer Simpson, mais l'auteur, il est plus connu, mais enfin bon. Dans l'Iliade, disait finalement cette guerre était provoquée par la colère des dieux. Et les Grecs anciens, chaque fois qu'il y avait une tempête dans la mer Égée, ils disaient ça c'est les dieux qui se sont fâchés. Moi j'aurais envie de dire qu'aujourd'hui c'est plus les dieux, c'est souvent Bill Gates en fait. Mais donc elles ont toujours existé, indépendamment de la présence de médias classiques. D'accord. Alors on va retrouver notre ami Théo qui a interrogé son nouveau pote, hein, Serge Deruette, sur le côté citoyenneté et l'impact avec les théories du complot. Quels impacts ça peut avoir sur la démocratie, la citoyenneté ? Oui, on en parle beaucoup aujourd'hui parce que on voit qu'il y a comme une tendance populaire à ne plus se laisser bercer par ce qui est raconté. Et donc on va l'intituler, on va l'exposer comme étant une crise de la démocratie. Savoir de quelle démocratie on parle. Peut-être que la démocratie elle-même est en crise et que c'est ça la cause qui amène la formation de ces théories de complot plutôt que l'inverse. Et donc, si ce sujet vous intéresse, sachez que Serge Deruette sera ce soir, 1er avril, en direct pour une conférence. Non, ce n'est pas une blague, Denis. Il sera sur la chaîne YouTube du Mumons autour d'un débat qui s'intitule « La démocratie est-elle démocratique ?» Vaste question. Vaste question. Je serai connecté ce soir pour suivre le débat. Pareil. Yves, justement, donc on parle d'impact sur la démocratie. Moi, je me demandais si les théories du complot étaient un frein au vivre ensemble. J'ai envie de dire a priori non. Et ça va peut-être vous surprendre, mais a priori, la capacité des individus à diffuser par eux-mêmes des informations dans les réseaux sociaux, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses, est plutôt a priori un signe de vitalité démocratique. Hein, en quelque sorte, on peut dire aussi que c'est un peu la revanche des sans-voix. Ceux qui n'ont rien à dire et qui, pour une fois, le disent. Alors après, se pose la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux ? Je rejoins l'interlocuteur en disant, attention, la démocratie est potentiellement en danger. Ça, c'est l'hypothèse pessimiste, qui consiste à dire que les sceptiques, appelons-les comme ça, ou les conspirationnistes prennent le pouvoir. On l'a vu, aux États-Unis, avec Trump, qui remet en question le principe de la pandémie, de la vaccination dans un premier temps, etc. Bon, si ce sont ces gens-là qui prennent le pouvoir, la vitalité démocratique risque d'en prendre un coup et un sale coup. Hein. Mais néanmoins, on pourrait peut-être dire aussi que justement, toute réaction amène une autre réaction, c'est qu'effectivement, il y a des citoyens qui tombent, va-t-on dire, dans les tests conspiratifs, mais il y a des citoyens qui vont justement, de contraire, s'armer intellectuellement pour répondre aussi. Donc c'est aussi un débat qui se répond, on pourrait dire. Exactement. Et donc ça, c'est l'hypothèse optimiste. Hein. Des gens comme nous font des émissions sur le sujet, des gens comme les auditeurs les écoutent, et il y a une espèce de... Voilà, pour rester dans le ton d'immunité cognitive collective qui se développe, hein, et c'est-à-dire que tout le monde va réfléchir davantage à la question de l'authenticité des informations, de la validité des sources. Les enseignants vont donner des cours, les éducateurs, les animateurs des animations, des formations, et on va réfléchir tous ensemble à l'idée selon laquelle, attention, parmi les informations, il y en a dont il faut se méfier et qui sont potentiellement dangereuses. C'est une démarche qui prendra beaucoup de temps et c'est une hypothèse positive. Alors justement, qui adhère aux théories du complot ? Est-ce qu'on peut ranger les conspirationnistes dans des petites cases ? Ce serait facile, mais bon. Oui, alors, moi j'ai quand même envie, on dit souvent ils sont un peu parano ces gens-là, moi je ne crois pas du tout, parce qu'à partir du moment où on dit que 70% des gens adhèrent à une théorie du complot, ça veut dire que 70% des gens sont parano, nous sommes tous fous, etc. Donc moi je n'y crois pas du tout. Par contre, autre chose à laquelle je ne crois pas, c'est l'idée selon laquelle les jeunes sont plus naïfs, sont plus crédules. À travers une série d'enquêtes qu'on a pu mener,
il apparaît que ce sont plutôt les personnes âgées qui sont plus poreuses aux théories du complot que les jeunes qui, parce qu'ils baignent un peu là-dedans, hein, dans les réseaux sociaux, etc., arrivent à se méfier plus facilement que les autres. Des enquêtes sociologiques ont été menées. Je vais vous donner quelques résultats. Première chose, et je vous fais une petite confidence, on est tous adeptes à une théorie du complot. Tous. Hein, tous. Bah ouais. Bah, vous aussi. Voilà. Alors, on ne se rend pas compte, c'est ça qui est intéressant, on est des adeptes inconscients. Pourquoi ? Parce que quand on est sûr d'une information, même si elle est fausse, hein, on y croit, et on ne met pas en place, on ne développe pas son esprit critique. Donc, qui est adepte du complot ? Nous tous, hein, nous toutes, dans des degrés différents. On a pu montrer aussi que les adeptes sont plutôt des antisystèmes. Hein. Ils ne font pas confiance aux autorités, ils ne font pas confiance aux experts, ils ne font pas confiance aux médias, sauf quand il y a un expert qui reprend leurs paroles. C'est le visage du professeur Raoult. En plus, il a une dégaine assez fascinante, hein, on dirait un musicien de métal, hein, quelque chose comme ça, croisé avec Astérix. Donc il y a quand même cette idée d'antisystème. Du coup, on va les retrouver plutôt au niveau politique dans les partis eux-mêmes antisystèmes. On a pu constater aussi que c'est vraiment pas des abrutis. Alors ça aussi, c'est peut-être une surprise. On pense que ce sont les crétins. Ce serait facile, hein, de ranger les gens dans des petites boîtes. Pas du tout. On a fait le constat que c'était des gens plutôt diplômés. Alors, du coup, les gens diplômés, ça leur donne la capacité à aller pêcher dans une littérature scientifique un peu obscure. Les gens diplômés ont un peu la certitude de ce qu'ils disent. Mais ce sont des gens diplômés qui sont un petit peu à l'écart de la société. Donc, ils ont tout fait pour rentrer dans les cases, mais la société n'a pas voulu d'eux. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, ils vont se réfugier dans des perspectives plutôt anti-système. Voilà, ça, c'est quelques tendances sociologiques de base pour comprendre, en les caricaturant, hein, qui est complotiste et qui ne l'est pas. Oui, c'est ça. Tu disais, donc, ce ne sont pas des fous, ce ne sont pas de grands parano, et on a un témoignage vraiment intéressant. C'est celui de Gorian Delpature qui a répondu à Théo. Bonjour Gorian Delpature. Bonjour Théo. Peux-tu te présenter en quelques mots ? Eh bien, je suis journaliste à la RTBF, journaliste et chroniqueur littéraire, et je suis également, et j'ai le grand honneur d'être professeur d'introduction au journalisme à l'université de Mons. Et donc, je travaille régulièrement à Mons, et c'est un grand bonheur. Penses-tu que tout le monde est susceptible d'adhérer à une, voire plusieurs théories du complot ? Oui, parce que moi-même, moi qui suis très critique à l'égard des théories du complot, j'ai moi-même succombé à une théorie du complot. J'ai longtemps cru que l'assassinat de Kennedy, par exemple, était un immense complot organisé par la CIA, le FBI, le KGB ou des adversaires politiques. Et en fait, dans le cadre de mon travail de journaliste à la RTBF, j'ai réalisé un documentaire sur l'assassinat de Kennedy il y a maintenant une dizaine d'années. J'ai pu aller sur place, j'ai rencontré des témoins, j'ai observé les lieux, j'ai lu tous les documents officiels et non officiels possibles et imaginables, et je me suis rendu compte, en exerçant mon esprit critique et en me documentant, en mettant à l'épreuve du terrain ce que j'avais lu dans des livres, et je me suis rendu compte qu'on m'avait raconté beaucoup de carabistouilles. J'avais vu des films qui racontaient qu'il y avait un complot, j'avais lu des livres qui racontaient qu'il y avait un complot, et en fait, c'était pas du tout vrai. Et en faisant mon travail de journaliste, je me suis rendu compte que la théorie du complot à laquelle je croyais sincèrement, intellectuellement, eh bien, c'était du n'importe quoi, c'était des carabistouilles. Donc, oui, effectivement, je pense que si même moi, je peux être la cible ou la victime d'une théorie du complot, bien sûr, tout le monde, enfin, ce ne sont pas des fous qui croient aux théories du complot, c'est pas du tout ça. C'est des gens qui reçoivent des informations, c'est souvent des gens curieux, qui s'informent, qui sont tellement informés qu'ils vont dénicher le moindre détail curieux dans n'importe quelle affaire criminelle ou historique, et à partir de ce détail curieux, ils vont tisser une toile de raisonnement qui, parfois, est à côté de la réalité. Donc c'est ça aussi une théorie du complot. Les gens qui les diffusent sont parfois mal intentionnés, les gens qui y croient ne le sont pas du tout. Ils se laissent piéger par un discours qui est bien construit, par une envie de fiction. Vous savez, on a tous envie d'imaginer que chez notre voisin, dont les rideaux sont fermés, il y a quelqu'un qui se cache derrière et qui fait des choses atroces. On imagine tout ça. C'est pour ça que les religions ont du succès, c'est pour ça que les films d'horreur ont du succès, c'est pour ça que la fiction en général a du succès. Les théories du complot, c'est des fictions de la vie de tous les jours en fait. Et ça marche bien, on aime bien, on adore se raconter des histoires. Mais il faut faire la différence entre la fiction et la réalité. Alors, exercer son esprit critique, c'est la solution
pour lutter contre les théories du complot? Oui, c'est assez amusant. L'éducation critique, c'est souvent ce qui vient en fin d'émission. Hein. On dit, ah ben, tout ça, c'est bien la preuve qu'il faut développer l'esprit critique chez les gens. Le problème, c'est que souvent, on ne dit pas ce que c'est, l'éducation critique, d'une part, et d'autre part, on ne propose pas des méthodes. Alors, ce qui vient d'être dit ici, c'est la méthode journalistique. Je vais vérifier par moi-même, je vais faire du fact-checking. On voit tout de suite que c'est très compliqué, ça prend énormément de temps. Vérifier qu'il n'y a pas eu de complot Kennedy, ça veut dire aller sur place, etc. On ne va pas passer son temps à vérifier toute information. Si je vous dis, vous savez, ce matin, la marée haute à Ostende, c'était à telle heure, vous n'allez pas prendre le train pour aller vérifier qu'elle est basse maintenant. Donc, à certains moments, il faut faire confiance. Ouais. Donc ça, c'est l'autre partie du travail, c'est la question de la validité des sources. On va se référer à des sources valides. Le problème, dans la théorie du complot, c'est qu'on va considérer qu'une source valide est celle qui donne l'information à laquelle on croit au départ. Et donc, on va dire, mais le professeur Raoult, c'est une source valide à propos du Covid, de la Covid-19, etc. Donc ça, c'est la première piste. C'est dans l'ADN des journalistes de vérifier l'information. C'est leur métier. C'est le métier de base du journaliste, vérifier l'information. L'enseignant va dire, lui, on va plutôt faire confiance à des sources un peu solides, un peu valides. Ça, c'est la première piste, mais il y en a 4 autres. Ok. On peut les aborder très rapidement maintenant. Si oui. Vous voulez. Bon. Alors, la deuxième piste, c'est s'intéresser à la forme du message, au storytelling. Comment une information est-elle mise en scène pour me présenter la réalité? Ça, c'est la deuxième piste de travail. La troisième, c'était un peu dit, c'est s'intéresser, dans le fond, à la question au service de quelle idée cette théorie du complot est-elle conçue? Cette fake news, elle dépend de qui? Avec quel objectif? Oui, voilà. Donc, Gorian évoquait les gens mal intentionnés. C'est qui, ces gens mal intentionnés? Alors, des gens mal intentionnés, il y a des gens mal intentionnés, c'est-à-dire qui ont des intentions, par exemple, commerciales, donc qui vont diffuser des informations destinées à faire de l'audience. Et puis, derrière ça, ils vont vous proposer des kits de formation, des remèdes anti-Covid, par exemple. Il y a aussi des gens mal intentionnés d'un point de vue politique. Il y a des théories du complot xénophobes, par exemple, sur l'antisémite. Il y en a eu énormément dans l'histoire. Donc ça, ce sont des gens mal intentionnés. Et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler les adeptes ou les personnes poreuses à cette théorie du complot, qui vont d'ailleurs considérer que ceux qui n'y croient pas sont des moutons et des gens pas très éveillés, qu'il faut absolument éduquer sur la réalité du monde qui nous entoure. Donc il y a toujours 3 acteurs. Il y a toujours les acteurs du système, le pouvoir, les dominants, etc. Il y a nous qui remettent ça en question à travers des théories du complot, en utilisant, en instrumentalisant quelquefois certains gourous un peu célèbres. Et puis il y a les pauvres gens qui ne savent pas et qu'il faut absolument éduquer à savoir. Donc, il y a toujours ces 3 acteurs-là qui sont en présence dans une théorie. On peut vérifier donc les faits, critiquer les sources, s'intéresser au storytelling. Il y a encore d'autres... Ah oui, alors il y a aussi et ça c'est assez nouveau en éducation aux médias, il y a la place du public. Okay. On a un peu parlé tout à l'heure des biais cognitifs, mais c'est la question, dans le fond, quels sont les mécanismes qui font en sorte que moi, je vais adhérer à une information, que je vais adhérer à une théorie du complot, à une fake news. On a parlé des biais cognitifs, il y en a 300. C'est énorme. Et c'est très difficile, du coup, d'éduquer à ça. C'est d'autant plus difficile que quand vous éduquez au biais cognitif, vous avez une posture un peu dominante qui consiste à dire « Ah, moi, vous savez, je connais ça. Je maîtrise mes propres biais cognitifs. Par contre, vous, espèce d'abruti, vous êtes des gens qui se laissaient aller à votre cerveau. » Donc c'est ça le problème. On remplace la domination politique par la domination par notre cerveau dans cette approche. Et puis il y a la 5e approche qui consiste à se poser la question, pourquoi est-ce que cette information circule? Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire circuler une information? Pourquoi est-ce que j'ai envie de transformer une information pour qu'elle circule, pour obtenir des likes, pour obtenir des commentaires, des ripostes, etc. C'est la dimension sociale de l'information. Dis-moi à quelle théorie du complot tu crois. Je te dirai à quelle société ou à quelle communauté tu appartiens.
On aura l'occasion de creuser quelques-uns de ces éléments dans la deuxième partie de l'émission. Oui, absolument. Moi, je voulais juste parler un petit peu de ce gap de confiance. Parce que tu parlais des journalistes, tu parlais des enseignants. Cette parole-là est systématiquement remise en question. Et donc, pour vérifier des sources, quelque part, on leur délègue un petit peu notre confiance. C'est pas là qu'il y a un souci aussi ? Oui, c'est là qu'il y a le souci, parce que c'est assez facile de démontrer que les sources auxquelles on fait confiance peuvent se tromper, peuvent commettre des erreurs. Et d'ailleurs, le travail de journaliste est de plus en plus compliqué à cet égard, de plus en plus de rapidité, de plus en plus de concurrence aussi. Donc il faut parfois diffuser une information sans être tout à fait sûr de son authenticité. Et du coup, les complotistes vont dire « Attention !» Regardez, ce journaliste s'est trompé. Oui, mais s'il s'est trompé, c'est parce qu'il nous trompe. Et s'il nous trompe, c'est parce qu'il nous ment. Il nous ment une fois, donc tous les journalistes nous mentent toujours. Et donc il y a dans le processus complotiste une espèce d'hyper-critique. Comme si, pour eux, la critique, en quelque sorte, c'était une chose qu'il fallait exercer tout le temps, sans cesse, toujours tout remettre en question. Une vigilance extrême, quoi. Une hypersensibilité. Tous les mots avec hyper sont bons, hypersensibilité, hypercritique, etc. Et c'est là que c'est difficile pour les éducateurs. Parce que qu'est-ce qu'on fait en tant qu'éducateur ? On demande aux gens de se méfier de l'information, on demande aux gens de douter de tout ce qu'on peut nous dire, etc. Et donc, le parcours, on marche sur un fil entre deux ravins. Il faut se méfier de l'information, mais il ne faut pas oublier non plus de se méfier des fake news et des théories du complot. Et entre les deux, on navigue. Ce qui peut être rassurant, c'est que les outils de développement de l'esprit critique, là je m'adresse plutôt aux enseignants, ce sont les mêmes qui servent à être critiques par rapport à l'information et par rapport à la théorie du complot. Mais ça, on aura l'occasion justement d'en reparler en deuxième partie. Et pour conclure cette première partie, je pense que Denis a préparé quelque chose pour nous. Eh oui les amis, alors écoutez, on va se faire un petit plaisir. On va travailler sur votre culture cinématographique et votre culture de l'actualité et des complots. Alors, on va pas se mentir, les complots, ça existe. Il y a le super complot bien ficelé, généralement on n'en entend pas parler, parce que si le complot, vous le trouvez facilement sur YouTube, c'est qu'il n'est pas très bien ficelé, généralement. Et il y a le complot digne d'un scénario d'un bon James Bond. Et vous allez voir que parfois, alors, je vais vous poser des questions, je vais vous exposer des faits, sortant ma bouche, je les expose comme si c'était des faits. À vous de me dire s'il s'agit de complots ayant vraiment été mis en place, pensés, exécutés ou synthétisés. Voilà, des fois ils n'ont pas été mis en exécution, mais ils ont été pensés, théorisés. Ou s'il s'agit de théories du complot ou, encore plus marrant, d'œuvres de fiction. D'où le petit côté d'un méchant de James Bond, par exemple. Voilà, on sait tous les plans de Monsieur Bond, je vais exposer mon plan devant tout le monde et vous laissez le petit bouton qui peut tout annuler à portée de main. Rien ne peut mal se passer. Voilà. Donc vrai ou faux complot, c'est ça? Voilà, alors bien sûr, vous devrez lever la main, j'ai mon petit buzzer. Je ne suis pas Samuel Etienne, je n'ai pas Jean Castex à côté de moi, mais néanmoins, j'ai quand même pris le petit buzzer de questions pour un champion. Oui, je peux quand même faire une petite pique à Samuel. Magique. Voilà, alors, commençons avec une première facile. Alors, je suis une théorie ayant été mise en place par la CIA afin de provoquer l'effondrement de l'ex-Union soviétique. Mon plan visait à détruire la culture, la littérature, l'âme russe en la sapant à la base et en, je cite, corrompant l'âme de sa société. Existe, est-ce que je suis vrai ou est-ce que je suis faux? C'est du high level, ça, hein, Denis. Moi, je dis faux dans le doute. Nous avons une question, tu dis faux? C'est bien ça? Oui. Effectivement, effectivement. Alors, c'est ce qu'on appelle le plan Dulles. Le plan Dulles était un plan en fait inventé par les opposants russes, disant que la CIA avait des plans pour détruire l'Union soviétique. Alors, ayant pioché dans mes archives, je vous rassure, les Américains avaient des tas de plans pour détruire l'Union soviétique. Quoi? On va pas se leurrer. Mais c'était pas celui-là. Voilà. C'est sur ce coup-là, ils peuvent dire ah non, ça, celui-là, on l'a pas fait. Ce coup-ci, on est complètement hors de portée. Mais tous les autres, on l'a fait. Tous les autres, on l'a fait. Est-ce qu'il y a encore l'Union soviétique? Voilà. Autre question. Je suis un général d'Amérique du Sud qui a pour projet de construire un gigantesque barrage me permettant de retenir toutes les eaux des 3 fleuves de mon pays afin de mettre à sec mes voisins et de pouvoir les annexer en pratiquant une guerre de l'eau. Est-ce vrai ou est-ce faux? Voilà. Allez, vrai. J'ai envie de dire vrai. Ah, attends. Et vous? Sophie, tu dis donc? Ouais, moi je dis vrai. Et donc, c'était
Non, mais tu n'étais pas loin. Alors en fait, c'est le scénario de Quantum of Solace, où le général méchant dans James Bond veut donc construire un grand barrage en Bolivie. En même temps, c'est pas grave pour Quantum of Solace, mais attention. Il y a une petite part de vérité dans ce scénario. Il faut savoir que l'Irak est confronté à ce problème, que ses deux voisins, l'Iran et la Turquie, ont prévu de construire 2 méga-barrages d'ici 2035, avec pour effet, effectivement, d'assécher l'Irak et de pouvoir pratiquer une guerre commerciale de l'eau. Puisque vous le savez, l'Irak, en ce moment, c'est pas trop la joie. Sympa, donc, ouais. on est dans une zone grise où la guerre de l'eau et la guerre des États proposant des barrages pour assécher des pays est une véritable, non pas complot, mais une stratégie d'État. Waouh. Voilà, on va loin, je vous l'avais dit. Sociopolitique. Sociopolitique. Autre question. Alors, je suis une agence ayant prévu d'assassiner un opposant politique en trafiquant des coquillages, en les bourrant d'explosifs, sachant que ma cible pratiquait intensément la plongée sous-marine. J'avais même prévu de les colorier et de faire remettre la tenue de plongée par l'avocat chargé de la libération des otages que j'avais pris précédemment. Ça, c'est encore un James Bond, ça. Ça sent le... À qui prend la parole, du coup? Moi, je veux bien. Oui. C'est faux. C'est trop beau pour être vrai. Alors, tu dis que c'est faux? Eh bien non, c'était un véritable plan de la CIA pour assassiner Fidel Castro. Fidel Castro, qui vous l'ignoriez, était un fan de plongée sous-marine. Dans les années 60, la CIA avait prévu de piéger les baies dans lesquelles il s'adonnait à sa passion avec des coquillages explosifs. Fidel Castro étant mort d'un âge assez avancé dans son livre, vous imaginez que la CIA a évidemment raté. Alors, je ne sais pas si les coquillages ont été plantés ou s'ils ont vraiment été rendus explosifs. Oui, mais c'est ça. Cas, donc ils ont envoyé des plongeurs qui prenaient des risques. On ne sait pas. En tout cas, la note avait circulé dans la CIA. On ne sait pas si ça avait pu être mis en place, mais c'était bel et bien un plan de la CIA pour assassiner Fidel Castro. Pour l'anecdote, il semblerait que 683 théories et plans ont été mis en place par la CIA pour assassiner Fidel Castro. Tous n'ont pas été aboutis, mais productifs. Voilà. C'est terrible, ça veut dire qu'il y a encore des coquillages explosifs. Oui, c'est ça. Alors, je vous rassure, on ne sait pas s'ils ont été mis ou pas. En tout cas, c'était un plan mis en place. C'est pour ça que je vous dis c'est synthétisé ou pas. Voilà. Alors, une toute petite dernière pour vous. Alors, je suis un mania de la presse qui a prévu de provoquer un incident diplomatique entre la première puissance et la quatrième puissance mondiale, avec un incident impliquant un avion et un bateau, afin de pouvoir filmer le premier démarrage de conflit du 21e siècle en mer de Chine. Est-ce vrai ou est-ce faux? Là, ils osent plus. Non, mais c'est ça. Je me suis déjà planté une fois, je vais pas prendre le risque de me décrédibiliser. Écoute, moi, je dis faux. Attends, Sophie qui nous dit? Je dis faux. Ah, est-ce que... Ah, oui, même, un point. Bien sûr, faut pas exagérer quand même. Hein. Il s'agit là bien sûr du plot twist. Il s'agit du plot twist du film James Bond Tomorrow Never Dies, où un mania de la presse prévoit qu'un avion chinois soit abattu par la flotte britannique afin de pouvoir filmer la guerre entre la Chine et la Grande-Bretagne. Je dirais qu'il y avait bien Game of Thrones, pour moins cher et beaucoup plus intéressant en fiction. En plus, il y avait des dragons, donc voilà. Donc, je vous rassure, il y avait quand même des fausses théories du complot dans ce que je vous dis, mais certains cas, des fois, ne sont pas éloignés. Je vous conseille d'aller vérifier les archives de la CIA, de la guerre froide. Là, vous avez matière à vous amuser. Eh bien, Denis, on aura appris plein de choses, en tout cas, aujourd'hui. Voilà. Et faites gaffe aux coquillages. Vous savez quoi faire maintenant. Faites gaffe aux coquillages si vous allez à Cuba quand même. Hein. Et pour l'anecdote, il y avait aussi un autre plan qui consistait de trafiquer une combinaison avec un agent botulique provoquant une maladie de la peau. Ok. Wow. Voilà, donc j'étais très loin, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas pour relifter un petit peu de botox. C'est ça l'origine. Peut-être qu'étant un reptilien ayant des écailles à la place de la peau, Fidel Castro n'avait rien à craindre de cet agent botulique qui ne passe qu'à travers une couverture épidermique humaine. C'était ça. Vous avez vu, à force de piocher dedans, je suis moi-même devenu quelle profusion un de petit peu... Là, Denis, moi j'ai beaucoup trop d'infos, donc je vous propose une petite pause. Bienvenue. Et on se retrouve tout de suite après. Parfait.
Vous êtes toujours avec nous pour on n'a que la faux qu'on se donne, deuxième édition. Le deuxième toujours meilleur que le premier, rappelez-vous, dans les trilogies, c'est toujours le deuxième le plus intéressant, n'est-ce pas? On espère. Ouais, je fais ma casquette de cinéphile pour vous, brosser dans le sens du poil. Nous avons changé d'intervenant et ici c'est un plateau majoritairement féminin pour l'occasion, ça fait plaisir. Nous accueillons dans les studios Clémence et Mathilde qui sont étudiantes en sciences sociales à Lumons. Et donc, mesdemoiselles, vous avez cours de journalisme avec Gorian Delpature. Vous êtes devenu journaliste le temps d'une interview avec des élèves de secondaire. Racontez-nous. C'était vraiment une expérience hyper enrichissante. C'était vraiment sympa que dans le cadre de notre cours, on nous propose d'aller interviewer des étudiants. Donc, en l'occurrence, c'était des étudiants des Ursulines, donc une école à Mons. Et quand on arrivait, il y avait déjà un atelier qui était en cours. Puis après, on a pu interviewer les étudiants. Et ils étaient quand même assez réceptifs à nos questions. Et c'était intéressant d'entendre leur point de vue sur les théories du complot. Parce que je pense que c'est quand même une thématique qui nous touche et qui est intéressante à aborder entre jeunes. Et donc, c'était intéressant d'avoir leur point de vue aussi en tant qu'étudiants du secondaire par rapport à nous qui sont peut-être en supérieur. Et on est quand même plus au courant, on a des cours sur ça, on a quand même des informations. Et donc, c'était en gros une expérience sympa, quoi. Donc, vous avez rencontré ces étudiants qui sont plus jeunes que vous, parce que vous avez une vingtaine d'années là maintenant, je pense. Oui, vous avez cherché à savoir quelle théorie du complot les jeunes plus jeunes que vous connaissaient. On va écouter une petite partie de votre reportage. Et l'alarme... Oui, alors, rassurez-vous, c'est pas une alarme parce que j'ai dénoncé des complots de la CIA il y a quelques minutes. Il y avait une alarme incendie. Tout va bien, on est vivant, on est vivant. Voilà, donc on va lancer le sujet où on entend les théories du complot que connaissent les ados que vous avez rencontrés. La zone 51, il y a aussi les reptiliens. Et je ne sais plus le nom de la théorie, mais c'est que les stars seraient remplacées par des clones ou je sais pas trop quoi. Moi, au fond de moi, j'aimerais ne pas y croire, mais des fois, ils nous mettent des explications ou des preuves qu'on pourrait croire que c'est vrai, en fait. Et du coup, je prends toujours un recul, et des fois, je me dis, c'est vrai que c'est possible, que, par exemple, la théorie avec les clones, on a vu les clones en science, du coup, même si c'est illégal, ça ne m'étonnerait pas qu'il y a des personnes qui le font, quoi. Il y a un jour, je me suis dit que j'allais m'intéresser un peu aux théories du complot. Donc j'ai regardé une vidéo, c'était la vidéo de The Doll Beauty, où elle expliquait plusieurs théories du complot. Donc elle demandait si on pouvait s'y intéresser, etc., etc. Et le lendemain, j'ai vu plein de théories du complot autour des attentats, autour de différents attentats, autour des pyramides, autour de plein de choses, du projet MK Ultra, etc., etc. Et j'étais étonnée parce que d'habitude, c'est pas du tout ce à quoi je m'intéresse. Et voilà, donc intéressant tout ça, intéressant. Donc j'ai envie de poser la question, du coup, les théories du complot, ça vous évoque quoi? Ça nous évoque peut-être, personnellement, l'actualité déjà, parce que on en parle beaucoup actuellement, notamment avec le coronavirus. Mais aussi, je pense que même en dehors de ça, ça fait quelques années qu'on en entend de plus en plus parler, notamment sur les réseaux sociaux. Et du coup, je suis quand même assez d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure sur... le fait que les jeunes, en fait, peut-être sont plus informés et peut-être même plus critiques, parce que nous, en tout cas, sur les différents réseaux qu'on côtoie quotidiennement, on entend beaucoup parler des théories du complot. Et d'ailleurs, les étudiants, on voit bien, elles en citent quand même beaucoup. Donc, je pense qu'on est quand même assez informés. Donc, l'actualité liée à la Covid, mais aussi l'actualité liée simplement aux théories du complot dont on entend de plus en plus parler aujourd'hui, je pense. Oui, moi, je suis d'accord aussi avec ce que Clémence dit. Et personnellement, moi, quand j'entends parler des théories du complot, j'ai aussi un peu un sentiment de peur. Non pas parce que, j'ai peur des théories du complot, mais en fait, j'ai surtout peur qu'il y ait un fossé qui se crée entre les gens qui adhèrent aux théories du complot, les gens qui sont plus critiques envers ces théories, et qu'en fait, il y a de la politique qui s'insère là-dedans, et qu'après, ça crée un peu une réaction, je ne vais pas dire en chaîne, mais par exemple, aux États-Unis, il y a les adhérents des théories du complot qui font aussi partie, qui sont aussi intégrés dans des mouvements politiques. Et donc, du coup, ça crée vraiment un fossé entre certains gens et d'autres. Il y a une division, quoi. D'un côté les bons et de l'autre les méchants. Et du coup, moi, personnellement, ça me fait un peu peur que peut-être si les théories du complot prennent encore plus d'ampleur dans notre vie et dans notre société, et que peut-être on n'en parle pas assez dans les médias, les choses ainsi, qu'il y ait vraiment un fossé qui se crée. Et du coup, moi, personnellement, c'est ça ma petite peur. C'est sûr que ça fait peur, surtout qu'en fait, on pourrait tous y croire, quoi. C'est pas... On y croit tous, ça. C'est ce qu'on a dit
oui, c'est là, en un première on y croit partie, tous. oui, tout à fait. Voilà, je pense que les théories du complot en soi, c'est quelque chose qu'on doit tous un peu en parler. Mais après, je veux dire, il faut en parler, mais il faut aussi savoir les décrypter et savoir les analyser et tirer du vrai du faux. Et c'est peut-être ça qui nous manque. Oui, c'est ça. Comme dit Théo, quand on l'a entendu se présenter, il entend tout et son contraire. Et ça, c'est perturbant. C'est un peu pour tout le monde, d'ailleurs. Alors, nous, on vous a proposé justement cette expérience journalistique et vous avez répondu présente et présent. Et c'était un bonheur pour nous. Et vous avez été épaulé en cela par votre prof, votre super prof, Gorian Delpature, qui est journaliste aussi. Une grosse bise. Ouais. Et il a répondu à Théo justement sur l'intérêt d'un tel exercice pour des étudiants tels que vous. C'est un excellent exercice à plusieurs niveaux. D'abord, c'est un exercice pratique pour moi, pour l'intérêt de mon cours, parce qu'ils doivent écrire un texte, le prononcer devant un micro ou devant une caméra, et donc c'est de la pratique, et je trouve que le journalisme s'apprend en pratiquant, le journalisme s'apprend avec un stylo à la main, un micro devant la bouche ou une caméra devant l'œil, donc tous les exercices pratiques sont excellents, et en plus, ici, comme ils doivent expliquer les théories du complot à des jeunes auditeurs ou à des jeunes spectateurs, ils doivent non seulement se documenter pour découvrir quelles sont les théories du complot. Moi, je leur demande un travail journalistique, donc je leur demande de raconter des choses vérifiées. Donc, ils doivent vérifier d'où vient la théorie du complot, si elle a du sens ou pas, quelle est l'origine, quelles sont ses implications. Et ils doivent en plus raconter ça à des jeunes auditeurs, donc en utilisant un langage jeune, un langage efficace, un langage percutant. Donc, il y a plein d'intérêts à cet exercice. Et en plus, ils découvrent des théories du complot et ils exercent même leur esprit critique. Parce qu'en analysant les théories du complot, en comprenant leur histoire, on découvre d'où elles viennent, comment elles se propagent et ce qu'elles signifient, et surtout si elles ont un fond de vérité ou pas. Alors on voit ici que c'est un exercice finalement assez riche en apprentissage. Vous, qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience ? Est-ce que vous avez évolué dans votre image du journalisme et même des théories du complot, puisque c'était le sujet ? C'est sûr que cette expérience, c'était une belle opportunité pour nous, parce que comme on est dans un cadre de l'université, on n'a pas non plus énormément de pratique, et donc aller sur le terrain... Surtout pour le moment. Hein, oui, encore plus. Et donc aller sur le terrain comme ça, notamment, là je vais parler des interviews qu'on a fait à l'école, mais après c'est vrai que les petits passages audio qu'on a dû faire aussi, c'était aussi intéressant, mais vraiment aller sur place, et puis on a dû utiliser du matériel qu'on n'avait jamais utilisé. Donc on a appris quand même en une après-midi, peut-être plus que ce qu'on aurait pu apprendre en 2 ans de cours théoriques, par exemple, parce qu'on est sur... Non, mais je veux dire, on est sur place et on est confronté à la réalité, quoi. De tout ce qu'on peut lire dans les cours, ça nous montre jamais comment ça se passe en réalité. Donc, pour ce point de vue-là, journalistique, je pense qu'on a appris beaucoup. Et sur les théories du complot aussi, parce que je trouvais que les étudiants à qui on a parlé, ils étaient quand même assez informés déjà pour leur âge, et ils vérifiaient beaucoup l'information, parce qu'on leur a aussi posé des questions sur... comment vous faites, comment vous savez qu'une info est vraie ou pas. Et on voyait qu'il y avait vraiment de leur part une démarche d'aller plus loin et de ne pas juste lire une info et la croire, quoi. Et donc ça, c'est quand même à la fois rassurant, et c'était bien d'apprendre ça aussi, quoi. Oui, c'est totalement ce qu'elle dit. Ça permet aussi de faire face à la réalité et à qu'est-ce que les jeunes pensent de ça. Et en tant que journaliste, c'est vraiment... hyper enrichissant d'aller sur le terrain, de rencontrer des jeunes, rencontrer des gens, parce que parfois, on se fait aussi des idées sur ce qu'une personne pourrait penser, et en fait, quand on interviewe, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on croyait à la base, et donc ça aussi, je pense que c'est vraiment très enrichissant, et voilà, c'est pas Clémence a un peu tout dit, mais... Pas mal. Et donc, moi, je vais vous poser une question, parce que vous avez tâté un peu de la pratique, et vous avez donc pu exercer un peu le métier, va-t-on dire, c'est pas mal aussi. Est-ce que du coup, vous avez envie de devenir journaliste plus tard, et si pas, pourquoi ? Ça, c'est la question à laquelle on ne sait pas vraiment répondre, ni l'une ni l'autre. Oui, non, vraiment, il y a quelques minutes, on était en train de parler de ça, on sait pas vraiment, parce que c'est un peu compliqué de choisir ce qu'on va faire plus tard, mais c'est sûr que journaliste, c'est vraiment une option qu'on envisage toutes les deux quand même fortement. Après, mais c'est sûr que dans ce genre d'expérience, on peut vraiment voir le terrain, et justement, peut-être, ça nous aide aussi dans notre réflexion à nous de savoir ce qu'on veut faire après. C'est compliqué quand on a 3 ans de théorie comme ça, de savoir ce qu'on veut faire après. Mais... Qu'est-ce qui pourrait vous donner envie ou pas, justement ? Elle veut recruter, Sophie. Non, elle ne peut pas s'en empêcher. Oui, c'est ça, c'est vrai. Mais voilà, les points positifs, les points un peu Qu'est-ce qui pourrait vous attirer ? Qu'est-ce qui, dans le journalisme, pourrait vous attirer ? C'est ça. Voilà, quels sont les points qui vous attirent ? Déjà, le contact avec les gens, et savoir donner aussi la vie à tout le monde, en fait, ça c'est un point qui me semble important. Après, forcément traiter de l'actualité, mais je pense que
pour moi, ce serait surtout le côté humain. Après aussi, essayer de vulgariser des informations qui ne sont pas forcément... auxquelles tout le monde ne s'intéresse pas forcément ou ne comprend pas forcément. Parfois, si lire nous-mêmes un article et on ne comprend parfois pas tout, c'est plus compliqué que si on entend un journaliste, par exemple, qui vulgarise un sujet. Et je pense que même pour tout le monde, ça peut être important. Après, moi, les points de vue négatifs que je vois aussi, c'est les conditions de travail actuelles des journalistes, la concurrence, la rapidité dans laquelle ils doivent travailler, etc., qui forcément font peur quand on a, comme nous, 20 ans et qu'on s'imagine le futur, quoi. C'est pas effectivement alléchant. La précarité du travail, mais la précarité un peu organisée, justement les conditions de travail, les conditions de traitement de l'actualité qui parfois contribuent justement au travail de décrédibilisation et de sap très journalistique. C'est un sac, je veux me lancer là-dedans, mais pour faire du bon journalisme, c'est qu'en face, on dit écoute, tu vas me faire top 10 sur les meilleures façons de dresser ton chien. T'es un peu en mode. Ouais, bon, c'est pas vraiment ce pourquoi j'ai signé. Voilà, c'est moins enthousiasmant. C'est sûr. Ah bah super, merci en tout cas Clémence et Mathilde d'être venus. On va déjà devoir vous dire au revoir pour permettre à Yves et Gaëtan de revenir en studio. Mais avant de vous quitter, on retrouve Gorian qui évoque justement avec Théo l'impact des théories du complot sur le journalisme. En quoi les théories du complot peuvent influencer le travail d'un journaliste ? C'est une bonne question, ça. En quoi les théories du complot peuvent influencer le travail d'un journaliste ? Alors, les journalistes, je dirais qu'ils peut-être qu'ils doivent s'intéresser au phénomène, parce que le phénomène est de plus en plus présent. Ils doivent savoir pourquoi le phénomène se développe. Et puis surtout, je pense qu'ils doivent les démonter quand il faut les démonter. Quand ce qu'on raconte est absolument absurde, eh bien le journaliste qui est, lui, l'esclave de la vérité, eh bien il doit vérifier si une théorie est vraie ou pas, si une théorie du complot est vraie ou pas, et la démonter si nécessaire. Donc c'est ça que je pense que le journaliste peut faire quand il étudie les théories du complot. Les démonter, ça ne veut pas dire se moquer des gens qui y croient. Ça veut dire les éduquer, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et c'est vrai que derrière la plupart des théories du complot, il n'y a pas grand-chose de vrai. Il y a souvent plein d'éléments vrais qui sont juxtaposés et qui peignent un tableau qui, lui, est faux. C'est ça le problème. Certains des détails sont vrais, mais l'interprétation qu'on en fait est fausse. Et là, je pense que le journaliste peut intervenir s'il analyse les faits, s'il raconte ce qui se passe vraiment et si il éduque ses lecteurs ou ses auditeurs ou ses téléspectateurs. Là, je pense qu'il a un rôle à jouer. Ok, alors on vient d'entendre les réactions de Clémence et Mathilde. Yves, tu as certainement dû les entendre depuis le petit salon. Ou pas. Elles ont une vingtaine d'années. Mais la question, de toute façon, tu pourras y répondre, puisque tu as déjà entamé le sujet. Est-ce que les jeunes font partie de la solution ? Alors, forcément, oui. Pourquoi ? Parce que les jeunes produisent énormément de contenu dans les réseaux sociaux. Enfin, les moins jeunes aussi, mais ils ont la capacité en quelque sorte de définir la vérité ou la réalité du monde de demain. Et donc, à la fois, ils représentent la solution, mais en même temps, ils ont une énorme responsabilité qui pèse sur les épaules. C'est un peu à eux de déterminer plus tard si, finalement, on sera dans une espèce de relativisme total où tout le monde peut penser ce qu'il veut et la vérité, on s'en fout. Ou au contraire, se dire, bon, on peut raisonner, on peut mener des actions politiques même, voire même des actions politiques assez sévères, assez dures, mais attention, faisons-le à partir d'informations vraies. Alors Yves, on a Théo qui mène les interviews depuis le début de l'émission, qui est ce petit personnage qui est sur le badge. On a envie de l'aider, alors il exprime dans le son qu'on a entendu au début de l'émission, qui s'est fait traiter de complotiste sur les réseaux sociaux par des copains à lui de l'école. Très concrètement, comment on pourrait l'aider ? Comment réagir quand on se fait traiter de complotiste ? D'abord, c'est vrai que c'est assez facile. Quand on a envie de tuer le débat, on traite quelqu'un de complotiste. Et dans l'autre sens, on traite quelqu'un de mouton, d'autruche, etc. Il faut peut-être changer le mot d'ailleurs. Complotiste, c'est peut-être pas finalement une bonne idée. On va faire un petit brainstorming pour trouver un nouveau mot. Le sceptique radical, voilà. Quelque chose comme ça. Il y a aussi conspirationniste. Conspirationniste, oui. Moi j'aime bien sceptique radical, c'est-à-dire qu'il est sceptique à propos de tout, il dit de tout, etc. Donc, ce qui est intéressant comme réponse par rapport à ça, c'est de se dire, dans le fond, les théories du complot, il y a 3 éléments pour que ça marche en fait. Le premier élément, il faut une théorie du complot qui marche, c'est une théorie du complot qui a déjà été éprouvée auparavant et donc qui est réactualisée. Je prends un exemple, la circulation du virus
accélérée par les ondes 5G. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, je ne suis pas spécialiste, mais par contre, voilà, c'est une théorie. Elle existait déjà en 1917. Wow. À propos de la grippe espagnole, on disait la 5G si vieille que ça. Mais c'était les ondes radio. Oui, c'est ça, la radio. C'était la technologie. Donc la technologie responsable. Accusée de tous les maux. Ebola, Ebola, il y a une dizaine d'années, on disait que c'était un laboratoire qui avait créé ce virus. On a dit ça aussi à propos du... Donc il faut toujours, pour qu'une théorie du complot marche, il faut toujours cet élément-là. Deuxième élément, il y a toujours un fond de vrai dans une théorie du complot. Par exemple, les chemtrails. Alors, regardez le ciel. Bon, il fait un peu moche là aujourd'hui, mais vous verrez peut-être des traînées d'avions qui vont rester permanentes dans le ciel. Ben, on dit que c'est à cause de ça qu'il y a des campagnes pour changer le climat, etc. Donc, c'est des épandages artificiels. Il y a un fond de vrai parce qu'il est possible de faire pleuvoir en arrosant un nuage avec je ne sais plus quelle substance. Donc, ce n'est pas tout à fait faux. Et pour l'anecdote aussi, il faut savoir que dans l'histoire, dans la guerre du Vietnam, les Américains avaient le plan qui consistait à atomiser, enfin, à empoisonner toutes les forêts et toutes les jungles du Vietnam avec des produits chimiques. Donc, tout part aussi de ces projets à pêcher dans l'histoire et dire, on fait encore de nos jours différemment, quoi. Alors, par contre, le troisième élément, il va être utile pour aider Théo, c'est que les théories du complot, elles rendent compte toujours d'une certaine réalité sociale ou politique. Quand un théoricien du complot nous parle du micropuçage orchestré par Bill Gates, finalement, cette histoire, c'est pas ça le plus important. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers ça. Ce qu'on veut nous dire, c'est nous refusons que le pouvoir soit aux mains de quelques milliardaires. Les anti-vaccins, pareil. Savoir est-ce qu'il y a des substances nocives dans le vaccin. Je n'en sais rien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de poser la question de la liberté thérapeutique. Alors, avec Théo, ce qui est intéressant, du coup, c'est de se poser la question, mais dans le fond, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est les questions sous-jacentes, en fait. C'est les questions sous-jacentes qui sont importantes et qui, elles, ne peuvent pas être tuées par un débat qui consiste à accuser quelqu'un de bête complotiste. Comme une insulte, quoi. Comme une insulte. Ça, c'est vraiment, et si on prend le schéma inverse, Théo, il se promène, il rencontre des gens, et puis à un moment, dans la discussion, il se rend compte que son copain, il est peut-être en train de tomber dans une théorie du complot. Comment il peut réagir? Alors, c'est pas toujours le copain, c'est souvent le vieillon qui, à la fin du banquet... les repas du Nouvel An qui nous ont pas manqué cette année ici pour ça, voilà. C'est le cas typique, à la fin du mariage. Un petit conseil pour les prochains repas de famille, vous glissez Didier Raoult, confinement, et Greta Thunberg au repas de famille, vous allez voir, ça va vite déraper. Ou bien sur les réseaux sociaux, on a le grand-oncle sur les réseaux. Ça, c'est vraiment lâcher une boule puante à la fin du... C'est le combo, je vous donne là. Voilà. Donc on y est. Comment merder sa soirée, vous balancez Raoult. Donc on a le vieillon qui commence un petit peu à blablater, il a l'air d'adhérer à une théorie du complot, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça ne sert absolument à rien de contre-argumenter sur le fond. Parce qu'on est dans une croyance. Et il est impossible de contre-argumenter à propos d'une croyance. Au contraire, ça va réactiver la croyance, surtout si vous adoptez une pose un peu moraliste, en disant « mais enfin, c'est pas bien ce que tu dis, etc. » Surtout si vous êtes moraliste et surtout, en plus, si vous prenez une pose de spécialiste. Ouais, moi, tu sais, moi, je m'y connais là-dedans, toi, tu n'y connais rien, etc. Ça va Pourquoi? Parce que les complotistes, ce qui les motive aussi, c'est leur liberté de penser, pour avoir le droit de penser ce qu'ils veulent. Et quand il y a quelqu'un qui vient contre-argumenter, ils se sentent, otages ou prisonniers de cette espèce d'empêchement de penser. J'ai le droit, j'ai acquis la liberté de penser. La preuve, c'est que j'ai le droit de la liberté d'expression aussi. Donc, il ne faut pas contre-argumenter. Au contraire, il faut pouvoir lui dire, écoute, moi je n'en sais rien. Mais essayons de voir un petit peu sur quoi on peut être d'accord. Et le sur quoi on peut être d'accord, c'est par exemple de quelle réalité sociopolitique on parle. Il y a toujours un côté un peu émotionnel, ça grimpe vite justement dans le côté émotion. Alors surtout ce type de discussion. Oui, ça c'est clair. Ça part très vite dans les tours. Oui, tout à fait. Oui, il en va de même pour les croyances. Les croyances, il y a un côté très émotionnel là-dedans. On est prêt à se battre
pour des croyances. Ouais. Dans l'histoire, des têtes ont été coupées pour des croyances, un peu moins pour des vérités scientifiques. Voilà, mais c'est tout l'intérêt de nos projets, d'essayer de faire parler et de retisser du lien et d'éviter certaines choses. Alors justement, si on veut aider et Théo et tous les gens qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des outils qui ont été imaginés, envisagés pour guider dans la recherche de solutions? Alors, je vais faire mon petit quart d'heure de pub, mais c'est pas vraiment de la pub parce que c'est gratuit. C'est un site qui s'appelle théorieducomplot.be et qui propose d'analyser les théories du complot selon tous les angles possibles, y compris l'humour, y compris le cinéma, y compris les raisons pour lesquelles on y adore. Mais, chose importante, on considère la théorie du complot comme un genre informationnel scientifique, comme si on s'intéressait au western, au roman policier avec ses caractéristiques. Pourquoi ? C'est pour permettre aux gens de se dire, voilà, j'ai ici une information qui est peut-être complotiste, en tout cas qui a toutes les allures du complot. C'est ça qu'on décode. Il y a un deuxième outil un peu plus général qui s'intéresse davantage aux raisons pour lesquelles on adhère, notamment, c'est la critique de l'info en 5 approches. Si vous tapez tout ça dans Google, vous allez d'abord tomber sur des théories complotistes, et ça c'est le coup habituel. Si vous êtes un peu patient, vous allez trouver ces sites qui sont gratuits. Super, alors c'est des sites qui ont été développés par Média Animation. Média Animation qui est aussi un partenaire privilégié pour nos projets. Et qui a collaboré à ce dossier pédagogique qui sort aujourd'hui. Il sent encore bon le papier, il sent bon l'impression. Alors je vais te le donner, Yves, et pour nos auditeurs, ils peuvent l'avoir sur simple demande, donc nous contacter et on peut l'envoyer. Ça peut aider de permettre d'aborder ces questions avec des jeunes de 15 à 25 ans. Et aussi, il est téléchargeable sur notre site oltem.be. Je vais ouvrir une page au hasard, je vais mettre mon doigt sur un mot et grâce à ça, je vais savoir ce qui va se passer dans l'année. Waouh, voyance en direct avec Yves Collard. Volonté, c'est joli. Magnifique. C'est ce qu'il va nous falloir. Justement, notre projet, on a que l'info qu'on se donne, deuxième épisode Théo, il se décline en plusieurs phases. Il y a d'abord cette émission radio. Le 30 avril prochain, nous aurons une rencontre en ligne avec des intervenants de grande qualité comme toi aujourd'hui, Yves. Merci à toi. Une série d'ateliers proposés aux 15-25 ans, ainsi qu'un web documentaire qui récapitule un peu toute la démarche. Et dans les ateliers, donc on proposera aux 15-25 ans, dans une classe, dans une maison de jeunes, peu importe, on va retrouver des ateliers de partenaires, comme un atelier qui s'appelle Crée ton complot, qui est animé par Action Média Jeunes. Et donc là, les ados vont être amenés à créer une théorie du complot pour en apprendre plus et pouvoir détricoter d'autres théories du complot. Il y aura un atelier philo, donc voilà, c'est un angle un peu philo pour aborder la question des théories du complot. C'est porté par notre partenaire Picardie Laïque. On aura un atelier destiné aux futurs enseignants, qui a été justement créé par Média Animation et ton collègue Martin, donc c'est là où tu travailles, Média Animation, Yves. Et je crois, Gaëtan, que Sébastien Laurent, qui est ton collègue au Mondanéum, tout à fait. Tu le connais bien, il a répondu aux questions de Théo pour expliquer 2 ateliers spécifiques menés par le Mondanéum. Bonjour Sébastien. Bonjour. Peux-tu nous parler des 2 ateliers créés par le Mondanéum ? Oui, alors dans le cadre du projet PCI, avec l'épisode 2 consacré à Théo sur les théories du complot, le Mondanéum a créé 2 ateliers. Un premier qui est plutôt basé sur de l'analyse d'images et le second, c'est une expérience, on va dire immersive, que la classe peut faire à l'école. Donc en fait, dans le premier atelier, on a toute une série d'affiches qui proviennent des fonds du Mondanéum, donc du centre d'archives. Ce sont des affiches qui sont avec des thématiques complotistes, donc c'est-à-dire on nous parle du complot judéo-maçonnique ou du complot des communistes ou des capitalistes selon quel est l'émetteur de l'affiche. Et donc comme Roland Barthes, on analyse l'affiche en essayant de comprendre qui est l'éditeur, quel est le contexte, quels sont les messages textuels, quels sont les signes, quelles sont les associations de signes, quelle signification cela crée, et ensuite on fait un parallèle avec des documents plus récents
qui alimentent des thèses complotistes, et on constate, en tout cas on cherche à voir si les procédés sont toujours les mêmes, et c'est bien souvent le cas, et ça permet du coup aux jeunes d'avoir une lecture plus critique des documents contemporains, pour montrer que les vieilles recettes complotistes sont toujours bonnes aujourd'hui. Et donc pour l'atelier paragraphe 11, donc là il s'agit plutôt d'une expérience immersive pour une classe qui prendra plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ça dépend un peu du temps que l'enseignant aura à consacrer à l'expérience. Et je ne peux pas en dire beaucoup plus sur les ondes, car ça gâcherait un peu l'élément de surprise lors de cette expérience. Mais donc, j'invite les enseignants qui sont intéressés à prendre contact avec nous via le site internet oltem.be. Et voilà, oltem.be, olthem.be, c'est vraiment l'endroit où vous pouvez retrouver toutes nos ressources pour nos projets, donc le projet de théorie du complot, mais aussi celui de bulle de filtre, algorithme, et l'année prochaine, un nouveau projet. Vous retrouvez les dossiers pédagogiques, les web documentaires, des infos pratiques, et aussi, n'hésitez pas à dialoguer avec nous sur les réseaux sociaux ou via une adresse mail qui peut être info@mundaneum.be. Voilà, on arrive presque à la fin de cette émission et c'est le moment des remerciements. On tenait particulièrement à remercier nos partenaires que sont UFM et l'irremplaçable Denis, Yves Collard et Média Animation. Merci Yves d'être venu. Gorian Delpature et ses étudiants de l'UMONS. Le prochain rendez-vous, c'est le 30 avril en ligne sur les réseaux sociaux. Oui, il va encore se passer plein de choses parce que au Club de la Presse, là où travaille Sophie, et au Mundaneum où je travaille, et avec tous nos partenaires, nous on pense que notre démarche et tout ce qu'on fait, ça peut peut-être participer à créer un monde meilleur, ça peut faire tourner le monde un tout petit peu... En toute humilité. En toute humilité. Nous on a une grosse sphère au Mundaneum et donc on a envie que cette sphère, elle tourne un tout petit peu mieux. Je sais pas ce que t'allais dire, la grosse sphère. Non, mais la magnifique donc voilà, c'est vraiment dans cet objectif de vivre ensemble qu'on travaille, et c'est d'ailleurs la philosophie d'autres projets à destination de jeunes, ces projets PCI, promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité. Il y a une quantité de projets en Fédération Wallonie-Bruxelles auxquels les jeunes ou les enseignants peuvent adhérer, ils sont vraiment super chouettes, et je vous renvoie vers le site du PCI, pci.cfwb.be. Donc c'est une vidéo, on vous le met, je vais faire... Il apparaîtra ici à l'écran. Voilà, donc pour celui ou celle qui va monter l'image, je lui fais un petit cadeau. Merci Denis. Mais merci Denis de ton accueil aussi, hein. C'est toujours un plaisir de pouvoir nous accueillir et pouvoir que nous on puisse un peu parler de nos projets ici à la radio, surtout avec les circonstances qu'on connaît. On ne peut pas forcément aller dans les classes rencontrer des jeunes. C'est une chance pour nous qu'on ait un écho tel que celui que vous nous offrez. Bah écoutez, c'est un plaisir en tout cas pour UFM de pouvoir accueillir aussi une radio sans intervenant. Ce serait finalement juste un jukebox et on a un peu un cours de pièce ces temps-ci, donc c'est pas spécialement intéressant. Voilà, donc c'est l'heure de la clôture, c'est l'heure du bal de fin, c'est l'heure. En plus bientôt justement, lundi tout va se fermer. Donc nous, on est déjà fermés, je vous rassure, on a bien fait attention. On va clôturer nous de façon plus saine. On va clôturer en demandant une dernière chose à Yves. Oui, parce qu'on est diffusé le 1er avril. On est diffusé le 1er avril. Alors amusons-nous quand même un petite blague. Malgré le thème qui est un peu sérieux. Donc justement, et comme disait Churchill, une blague c'est une chose très sérieuse. A joke is a serious thing. Ça c'est vrai, c'est pas une théorie du complot. Alors on a posé une question toute simple. Si tu devais créer une théorie du complot loufoque, que créerais-tu? Et tu ne peux pas recycler les coquillages de la CIA. C'est interdit. Zut alors. Bon, est-ce que vous vous êtes déjà posé une question fondamentale? Le Sahara, dans le sud, entouré d'eau, c'est un désert. De l'autre côté, l'Amazonie, entourée d'eau, c'est une jungle. Moi, je me pose quand même des questions là-dessus. Je me demande si finalement le Sahara ne serait pas une tentative par les extraterrestres de créer une station balnéaire qui est un peu mal tournée. Je vous rappelle quand même que les pyramides sont des pistes d'atterrissage pour les extraterrestres. Je vous rappelle aussi que de temps en temps, il pleut du sable. Je trouve ça étonnant, n'est-ce pas? C'est vrai. Quand vous regardez les peintures rupestres dans le désert, on dirait des nageurs qui lancent les bras en l'air en essayant de rattraper un ballon. Des aliens en bikini. Des aliens. Et puis la peau bleutée des Touaregs. Mm-hmm. Moi, je me demande si au départ, c'est pas des descendants des extraterrestres. Il y a quand même un truc. Il y a quelque chose. Moi, je vous demande de réfléchir tous et toutes sur ce sujet.
C'est ce qu'on va faire. Qu'ajouter. Oui. Et pour terminer, donc, on a un son qui a été monté par Gaëtan, donc peut-être tu veux nous le présenter rapidement. Ah, mais c'est dans le même délire, hein. On a demandé à nos intervenants du jour qu'on a eu par téléphone d'aussi imaginer des théories du complot un peu loufoques. Gorian, Serge de Ruette, qu'on remercie également. Et Sébastien. Pour sa participation. Et, voilà. Et Sébastien Et donc Laurent. on a les 3 intervenants qu'on a eu par téléphone qui vont nous expliquer aussi leur théorie du complot un peu loufoque. Merci à tous. On se quitte À là-dessus. très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Je vais imaginer une théorie du complot. Je pense qu'il faut d'office une société secrète. Ça, c'est toujours bien. Il faut parfois une petite dose d'extraterrestres. C'est toujours bien aussi. Et puis, je pense qu'il faut, plutôt qu'une pandémie, moi, je choisirais des victimes importantes qui seraient toutes tuées pour une raison qu'on ignorerait, mais qui serait évidemment mystérieuse et subtile et intéressante. Une sorte de complot global qui éliminerait des gens dangereux comme moi, qui remettrait en cause les théories du complot qui devraient donc être éliminées pour que les méchants puissent continuer à tirer le monde et à diriger le monde dans le plus grand secret. Quelque chose comme ça, quoi. Ça me plairait bien. Je pense que pour ces théories du complot, on n'a pas besoin d'en inventer. On en a à disposition. Une toute récente, celle de l'islamo-gauchisme qui a été introduite par la ministre de l'Éducation supérieure en France. Elle introduit l'idée que faire des recherches sur des questions qui impliquent des inégalités de race, de sexe, c'est forcément dangereux. Et tout particulièrement sur cette question qu'elle résume dans un terme d'islamo-gauchisme. Qu'est-ce que c'est sinon précisément un complot que l'on voudrait faire avaler à la population? Il y a là, devant nos yeux, la construction d'une théorie de complot. Au lieu de naître de la population, elle vient des sphères dirigeantes. Voilà, que la pierre de Rosette, en fait, tout ça, c'est du flan. C'est pas du tout une pierre de Rosette qui nous permet de comprendre les hiéroglyphes. En fait, c'est juste du fake, tout ça. Il y a la pierre de l'Éribu. Et donc, c'est une pierre qui est plus ancienne encore et qui nous permet de comprendre le wallon borin. On l'a enfoui du côté de Bernissart et quand on a découvert les iguanodons, eh bien, on a retrouvé cette pierre et maintenant elle est cachée dans des locaux secrets. Voilà. Et donc, ce sont les Borins qui contrôlent le monde en fait depuis des sous-sols de l'Humons.